Mais alors Arnaud, c'est quoi ce test en aveugle que tu veux faire? C'est tout simple. Pour savoir une bonne fois pour toutes si les phénomènes observés dans les crop circles sont d'origine humaine, naturelle ou extraterrestre, eh ben le plus simple, c'est d'en faire un. Et pour ça, je vais faire appel à quelques spécialistes du paranormal, des fakes et des idées reçues. Il y a Christophe, d'Hygiène Mentale, Pierre-Antoine, d'un Mondrian, le défécator, dont vous ne verrez pas le visage, Patrice, qui a pour habitude d'enquêter sur les crop circles en France, et pour finir, il y a Thomas, de la Tronche en Biais. Ah, je suis pas content. Je suis pas content. Esto no se puede fregar así en la peleta. Y además, digo, me duele ya la columna vertebral. De tanto estar agachado en la pileta, fregando la olla y todo. Y eran las 2 de la noche y dice, bueno, vas a descansar ya. Se ha limpiado la cocina, todo, que mañana se inaugura el restaurante. Coge las 20 paelleras esas. Y estaban en su mojosa. ¿Sabes? Coge una cuerda, las amarra y te va ahora a la playa. Y las echa en el agua. Y con el azahar del agua se limpian las paelleras. Pero acuérdate a dónde las echa. ¿Con el qué? Con el azahar que tiene el agua de la playa. Se limpiaba eso de la paellera que estaban todas mohosas. Con la sal del Con el agua. azahar de... El azahar Bueno. En los naranjos. Bueno, yo me entiendo, Jesús. Me mandó el cocinero por la noche a las 2 de la noche. Pero te conviene que te entienda alguien más porque para eso cobras. Ah, bueno, el que está arriba. La sal del agua de la playa. Abajo, los pescadores. Pescadores, la sal que te echa a la playa. Eso es. No es lo de Semana Santa que los naranjos. Y Risita, coge las 20 paelleras, las amarra y las entierra en el agua. Y acuérdate, a donde las echa, que mañana tienes que ir a por ellas. Y cuando salgo, en el lado de la noche había bajado la marea. La dejé amarrar, tal como me lo dijo, las tiré, le puse un palo, dice, llego a la cocina, eran las 2:30 de la noche. Risita, ¿qué la has hecho? Allí ya está, jefe. Ya, pues acuéstate, que mañana a las 8 te llamo para que vayas a recoger las paelleras. Y me acuesto en su, ya para abrir el restaurante que era el arroz. Y me llama el cocinero. Risita, ¿qué? Ve por la paellera. Venga, que las 2 de la tarde ya están aquí. Miren, bañador, en las chanclas. Todo despeinado porque no me dio tiempo nada ponerme las chanclas y el bañador. Voy a la playa, había subido la marea. ¡Tú! ¡Había subido la marea y encontré una paella! Y la encontré porque estaba la paellera agarrada metida entre las piedras de Chipiona, de Faro. Y cuando entro en el restaurante me ve el cocinero con una paellera y a ver la 20 paelleras. ¡Asómate, mira dónde llega el agua! Llegaba el agua hasta el restaurante. Había subido la marea. ¡Jesús! ¡Hay que hacer ahora! Con los 2 sacos de arroz. ¡Ay, llama para Sevilla! ¡Llama a Sevilla que traigo paella! ¡Ay, Jesús! Yo con el bañador y con la paella. ¡Ay, el cocinero! No veas, para Sevilla. Y al último, que cuando ya salió la bien de regla, estamos llorando los dos. Me cobró el tío la... Me cobró a 500 veces. Y ya no fui más. Me fui andando a coger los amarillos hasta hoy. Me mandó por la noche, había bajado más el agua y por la mañana había subido. Cualquiera estaba donde está la paellera, ¿sabes? A lo mejor está en el barco ese del petróleo. En el Prestige. En el Petrillense.
dinero del bote. ¿Había mucho dinero en el bote? Lo que me echaban y el dinero de lo que gané, me cobraron 20 paelleras a 500 caras, pues viste lo que me llevé yo para Sevilla. Ay, ya aborrecí la playa. Hemos llorado los dos. Ya está, tú, no es para tanto, hijo. A ti yo no quiero arroz, Jesús, yo no quiero arroz ni en chino, vamos. Ils existent peut-être depuis très longtemps. Les aborigènes d'Australie les connaissaient. Au XVIe siècle, il en est également question en Europe, dans des récits qui en parlent comme de l'œuvre du grand faucheur. Personne ne pouvait dire d'où ils venaient. En quelque sorte, l'œuvre du diable. Cela a duré ainsi jusque dans le milieu des années 60. Cependant, le phénomène semble se concentrer en Angleterre, dans le comté de Wiltshire, où cercles et lignes se multiplient année après année pour former des compositions savantes que l'on ne voit nulle part ailleurs. Mais comment expliquer que des signes identiques apparaissent aux quatre coins de la planète ? S'agit-il d'une conspiration internationale d'étudiants en mal de distraction qui se servent d'Internet pour donner de l'ampleur à leurs mouvements secrets? Cela dit, certains chasseurs de traces ont décelé des champs électromagnétiques jusqu'à 3 jours après l'apparition. Des piles qui ont en temps normal une autonomie d'1 heure et demie se vident en 10 minutes, comme si leur énergie était aspirée. Des scientifiques du monde entier, toutes disciplines confondues, se sont rendus dans le sud de l'Angleterre, là où se produisent ces phénomènes, pour trouver des explications rationnelles. Dans les premières années qui ont suivi l'apparition des formations complexes, des projets de grande envergure ont été mis sur pied afin d'en découvrir les auteurs. Il s'agit d'un groupe d'environ 20 chercheurs hautement qualifiés, dont des spécialistes du nucléaire, qui se sont concentrés sur 4 ou 5 isotopes anormaux trouvés dans le blé affecté et présentant des temps de demi-amplitude extrêmement brefs, chose inimaginable dans la nature. Ils ont constaté, et cela rien que sur les échantillons analysés en laboratoire, des temps de demi-amplitude allant de 13 heures à 38 jours. C'est bien là la preuve que nous ne sommes pas en présence de phénomènes naturels. Après analyse, les échantillons prélevés dans des cercles en Angleterre, dans l'État de New York et à Vancouver révèlent que les plantes ont été soumises à une intense chaleur pendant quelques fractions de secondes. Le plus troublant, c'est ce grand cercle découvert dans le sol le 1er août près de Backhampton en Angleterre. Les analyses faites par ont révélé la présence de 10 radioéléments rares et de courte durée de vie qu'on ne trouve pas dans les plantes normales. Ces radioéléments n'existent pas à l'état naturel. Il faut des cyclotrons ou des réacteurs à fusion pour les synthétiser. Ceux qui croient à l'origine humaine des cercles de culture ignorent un fait important. Les tiges ne sont pas couchées au sol de façon aléatoire, elles sont entrelacées de manière relativement complexe. Cela n'a rien à voir avec ce qu'on obtiendrait si on marchait dessus. Bizarre, bizarre. Vous dites bizarre, bizarre, alors je croyais que... Moi j'ai dit bizarre, bizarre, comme c'est étrange. Pourquoi j'ai dit bizarre, bizarre? Je vous assure, cher cousin, que vous avez dit bizarre, bizarre. Moi, j'ai dit bizarre. Comme c'est bizarre. L'analyse chimique des céréales couchées à l'intérieur d'un cercle de culture indique une autre modification qui, elle, ne peut pas être d'origine humaine. Le professeur Levengood a découvert que des mutations biologiques avaient eu lieu
ne pouvant s'expliquer par le simple fait que le blé ait été foulé mécaniquement. Les nœuds des tiges sont très volumineux, comme s'ils avaient été gonflés de l'intérieur par une sorte de chauffage n'ayant duré qu'une fraction de seconde. Le professeur Levengood pense pouvoir, à la lumière de ces résultats, distinguer les formations réelles des fausses, c'est-à-dire faites par des humains ou dues à des phénomènes météorologiques. Le professeur Levengood suit de près un phénomène très important, à savoir la mutation génétique structurelle des végétaux. Il a découvert que les graines contenues dans les épis se trouvant à l'intérieur des cercles présentent un état des plus étranges, connu sous le nom de polyembryonie. Il s'agit d'une déviance génétique se caractérisant par la formation de plusieurs embryons dans un même épi. Mais comme il n'y a pas de production d'albumène, ces embryons ne peuvent pas germer. Les mêmes anomalies ont été constatées sur des échantillons que je lui ai moi-même envoyés d'Australie, de Tchadekin au Canada, ainsi que des États-Unis. Nous prélevons plusieurs centaines d'échantillons à l'intérieur des cercles, et autant ou un peu moins d'échantillons témoins à l'extérieur. Puis nous comparons les deux groupes de plantes. Nous avons découvert que les plantes prélevées à l'intérieur des cercles avaient subi des modifications au niveau de leurs parois cellulaires, que les nœuds des tiges étaient très volumineux, parfois jusqu'à 200% plus importants que les nœuds des plantes témoins. Des trous apparaissent au niveau des nœuds qui n'existent pas sur les plantes prélevées en dehors des cercles, et leur germination présente également des anomalies. Le fait que les nœuds des tiges de blé aient subi une mutation génétique, ainsi que l'ont montré les analyses des professeurs Gerald Hawkins et Kenneth Spellman des laboratoires Signalisys à Rodborough, et que cette mutation soit due à un très bref rayonnement de chaleur, comme le pense le professeur Levengood, tout cela corrobore les résultats obtenus par l'ingénieur aérospatial britannique Thomas Roy Dutton, qui s'est servi de la théorie générale de la relativité pour enquêter. J'en suis venu à la conclusion que nous ne disposons actuellement d'aucune technologie humaine capable de produire pareil phénomène. Puisque les résultats obtenus isolément par différents scientifiques ne se contredisent pas, voire se superposent et se complètent, et que la technologie mise en cause ne correspond pas à l'état actuel de la science et dépasse les compétences humaines, la théorie de la composante extraterrestre semble prendre corps. Colin Andrews et ses collègues ont été témoins de l'intérêt que porte l'armée au problème des crop circles lorsqu'à l'été 1994, ils ont aperçu un hélicoptère militaire volé à Alton Barnes au-dessus d'un champ où l'on découvre chaque année plusieurs formations intéressantes. Les lieux sont pourtant surveillés à l'aide de caméras infrarouges depuis 1991. Les occupants de l'hélicoptère, apparemment très agités, portaient toute leur attention sur un objet identique à la soucoupe filmée en 1990 par Steve Alexander au même endroit. À l'apparition de l'hélicoptère, l'objet s'est déplacé très rapidement vers le champ voisin où un scintillement au sol trahissait sa position. In front of him there is something, I don't know what it is. À Avebury, à Alton Barnes, c'est un coin où on en voit régulièrement. On les a filmés plusieurs fois. Par exemple, ceux que Steve Alexander a constatés en 1990. On arrivait de là, juste en face. On était sur le point de partir. C'est alors qu'on l'a vu. J'étais en train de prendre ma caméra, je l'avais à l'épaule. Je me suis retourné et j'ai vu cet objet apparaître. S'il était apparu 5 secondes plus tard, on aurait raté ça. Il est apparu, il a tourné et puis il est descendu dans le champ de maïs. Il s'est déplacé au milieu du maïs en le dispersant.
Il se déplaçait entre deux rangées de maïs qui se trouvaient dans le champ en allant de l'une à l'autre. Il savait ce qu'il faisait, il savait où il allait. C'était contrôlé avec beaucoup d'intelligence. Son mouvement ne suivait pas la direction du vent, il ne se laissait pas porter par le vent comme l'aurait fait un ballon ou quelque chose de semblable. Pendant tout ce temps, il étincelait, il brillait. Puis il a décollé et s'est dirigé vers le haut de la colline pour se retrouver au-dessus du tracteur où était le fermier. There's one. Look, here it comes. Look, 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 look. Oh my God, look at him. Look, there it is, there it is. Oh my God. What is that? Oh my God, look, look, look. Where's he gone? Oh my God. En 1991, nous avons monté une opération de surveillance avec du matériel relativement sophistiqué, comme des radars et des caméras à infrarouge. Nous avions posté des chiens dans une ferme à 2 pas du site, et nous avions même disposé des détecteurs infrarouges tout autour du champ. Bref, aucun être humain ne pouvait pénétrer à l'intérieur de la zone sans que sa présence ne soit immédiatement détectée. Le lendemain, à l'aube, le champ était nimbé de brume. Et au moment où la brume a commencé à se lever, nous avons vu apparaître au milieu du champ, sans qu'aucun de nos équipements n'ait détecté quoi que ce soit, un pictogramme d'une grande complexité. Ce n'est pas cette fois-ci en Angleterre, mais en Allemagne, que le phénomène atteint à l'été 1991 un nouveau point d'orgue d'un genre un peu différent. Le 23 juillet, une formation dont la taille est proche des plus grands pictogrammes anglais apparaît à proximité d'un tumulus germain dans un champ de blé non loin d'Hildesheim. Mais le plus étonnant est que ce pictogramme est la copie intégrale d'un autre imprimé sur 3 plaques métalliques or, argent et bronze d'environ 40 cm d'épaisseur. Les plaques découvertes dans le Tibergsfeld ont été analysées par des experts à Berlin. Il s'est avéré que la plaque en argent était composée à 0,1% de fer et à 99,9% d'argent pur, comme il est impossible d'en trouver sur Terre, où les métaux précieux sont toujours pollués par des métaux non précieux. Les impuretés les plus infimes peuvent être décelées à l'aide d'un plasmapectomètre, exactement de la même façon que les barres d'une empreinte génétique. Les spécialistes chargés de l'analyse des plaques ont affirmé n'avoir encore jamais vu fonte plus insolite. On peut supposer qu'il s'agit de 3 exemplaires extraordinaires des fameuses plaques de culte germanique. Mais pourquoi cette formation a-t-elle été imprimée sur ces plaques? Le mystère s'épaissit lorsque l'on consulte l'édition de Leipzig de 1890 des Eddas, recueil des traditions mythologiques des anciens Germains, et que l'on y lit « Aussi retrouverez-vous dans l'herbe les tablettes en or miraculeuses dont Odin et les As se servaient pour communiquer. » Bonsoir, petits et grands enfants. Bonsoir, tous nos amis. Qui plus est, un nouvel indice en provenance de l'arrière-pays australien s'ajoute au casse-tête. Ces bruits ont été enregistrés au centre d'un agroglyphe australien, loin des villes et de la civilisation. Et c'est la toute première fois qu'ils sont diffusés. Des experts les ont écoutés à répétition, chargés dans de nombreux ordinateurs,
et analysés d'innombrables fois. Mais le secret de ces bruits n'a jamais été percé. Quant au sol qui entoure les agroglyphes, il reste mou et sablonneux comme d'habitude, mais à l'intérieur des cercles, il s'est considérablement transformé. Il est devenu dur comme le roc. Mais il y a plus encore. Les ordinateurs de l'université révèlent qu'une charge magnétique inexplicable émane d'un coin de la ferme, précisément là où les cercles se sont formés. Nous avons trouvé un cercle qui ressemble un peu à un serpent enroulé sur lui-même avec une tête. Ce cercle était tellement magnétisé qu'en passant une boussole au-dessus, l'aiguille s'est affolée. À ce jour, John Octel ne peut expliquer cette charge magnétique. Comme les agroglyphes eux-mêmes, elle demeure un mystère. Un autre fermier de la région a remarqué que ses moutons refusaient de s'approcher des cercles en question. Lorsqu'il s'est rendu lui-même sur place, il a entendu un étrange bruit. Un bruit qui l'a littéralement rendu malade. Ce fermier a eu la présence d'esprit d'enregistrer le son. Ce qu'il a consigné sur bande, c'est ce que vous percevez présentement. Cette sonorité que nous vous avons fait entendre tout à l'heure. Nous avons récupéré cette bande pour la faire analyser. Ils ont éliminé tous les bruits de machine du magnétophone, ainsi que le souffle de la bande, et ont relevé une fréquence de 5,12 kHz. Lorsqu'il entreprend d'examiner l'analyse informatique détaillée de la bande sonore, une nouvelle découverte attend John Octel. Cette fois, le son lui rappelle le bruit qu'avait enregistré une équipe de la BBC quand elle avait filmé un site d'agroglyphes en Angleterre. A BBC crew attached a radio microphone to Pat Delgado. As he walked in the circle, it picked up mysterious sounds. Ce qui est curieux, c'est que notre son à nous produit les mêmes fréquences que celui qu'on a découvert en Angleterre. Le rapport est sans doute très important. C'est pas possible, c'est pas possible, c'est pas possible, ma chérie. C'est pas possible. Ça, c'est pas possible. C'est pas possible d'entendre des conneries pareilles. C'est pas possible. Je suis désolé, c'est pas possible. C'est impossible, en fait. C'est pas possible. C'est pas possible. Oui, mais là, je crois que ça va pas être possible. Je crois que ça va pas être possible. Non. Pas être C'est comme ça. possible. Eh oui. C'est pas possible. M'excusez, c'est pas possible. C'est pas possible, vous connaissez bien cette phrase, c'est pas possible. Alors ça sera pas possible. Ah non, ça va pas être possible, ce n'est pas possible. C'est pas possible, monsieur. Non, ce n'est pas possible, monsieur. Non, ce n'est pas possible. Ah non, là c'est pas possible. Là c'est pas possible. Oh là là, ce n'est pas possible. Ceci n'est pas possible. Oh, possible. C'est pas possible. C'est pas possible. C'est simplement pas possible. Simplement pas possible. Non, moi je crois qu'il faut que vous arrêtiez d'essayer de dire des trucs. Ça vous fatigue déjà, puis pour les autres, vous vous rendez pas compte de ce que c'est. Moi, quand vous faites ça, ça me fout une angoisse. Je pourrais vous tuer, je crois. De chagrin, hein. Je vous jure, c'est pas bien. Il faut plus que vous parliez avec des gens. Ouais, c'est pas faux.
Tu vois, le monde se divise en deux catégories. Ceux qui ont un pistolet chargé et ceux qui creusent. Toi, tu creuses. There is nothing wrong with the planet. Nothing wrong with the planet. The planet is fine. The people are fucked.